Évidemment, on va parler de l'oubli des aptitudes physiques et l'oubli de la condition physique. Donc j'ai pris une citation très simple de Marc Durand. Hein. Pour gérer sa vie physique d'adulte, encore faut-il avoir une vie physique et pouvoir l'avoir. Et là, la question porte beaucoup moins sur les apprentissages que sur le développement et l'entretien des aptitudes, qui constituent le fondement de la motricité. Cette composante est à peu près ignorée aujourd'hui, et la réflexion sur les contenus est organisée par rapport aux seuls apprentissages. Si les aptitudes physiques et psychomotrices n'ont pas été développées durant l'enfance et l'adolescence, comment avoir un engagement physique régulier, gratifiant, et ne mettant pas à péril la santé et l'intégrité physique de l'adulte? Voilà. Donc évidemment, on a... Alors, donc c'est relativement en parlant, hein, ça a été écrit en 93, on pourrait l'écrire peut-être de manière encore plus particulière de nos jours. Alors depuis, évidemment, il y a des tas de travaux qui ont été organisés autour de la condition physique, des qualités physiques, soit par l'OMS, soit par d'autres organismes, d'accord. Exemple, je vous ai mis ici Ortega, la forme physique dans l'enfance et l'adolescence, un puissant moteur de santé, donc qui explique qu'à un moment donné, évidemment, le développement cardio-respiratoire et musculaire est corrélé à une moindre fréquence des maladies, d'accord. Les améliorations de la force et de la vitesse ont un effet positif sur la motricité générale de l'élève, etc. Donc tous ces éléments-là participent évidemment de l'amélioration de la condition physique et elles conditionnent sans doute le fait de continuer sa pratique. Alors, il n'y a pas que cette dimension-là, évidemment. Il y a les dimensions motivationnelles, il y a l'appétence, etc. Mais le fait de travailler sur ces dimensions-là participe de la poursuite de l'activité physique, évidemment, plus tard. Les qualités physiques représentent le matériau de base des coordinations, donc ça vous connaissez, hein, force, vitesse, endurance, habileté, souplesse, même si évidemment on n'en parle plus. C'est des choses dont on ne parle plus dans les textes officiels, qui n'apparaissent plus, qui ont été édulcorées. Alors, j'ai pris des références, hein, Gindre, un collègue de PS, qui avait écrit en 2000 le développement transversal sur la scolarité de la capacité aérobie au travers de 6 activités. Il pratiquait 6 activités et il calibrait l'intensité pour montrer qu'en éducation physique, évidemment, des transformations sont possibles. Quand on fait 4 heures par semaine en 6e et 3 heures par semaine en 5e, 4e, 3e, on peut produire évidemment des transformations, et des transformations souvent importantes. Le même Gindre comprendre et contrôler l'effort en EPS, pareil, hein, sur le lien entre la perception de l'effort et la fréquence cardiaque, et il nous dit que les élèves, quand il les interroge, quand ils disent que la séance a été difficile, ça veut dire qu'en effet, c'est corrélé à une fréquence cardiaque élevée. Et donc la difficulté que moi j'observe actuellement, c'est que dans les formations initiales, comme finalement l'enseignement sur l'entraînement est quasiment édulcoré, la question c'est est-ce qu'un enseignant d'éducation physique est capable de percevoir le niveau d'effort qu'il peut demander à un élève pendant une séance? Et ça, c'est une vraie question, jusqu'où il peut pousser à un moment donné la mise en activité et la mise en effort des élèves dans une séance. Et si à un moment donné, il n'est pas capable de discriminer ça, évidemment, ça a un impact sur la condition physique et le développement des qualités physiques. Donc on voit bien que ce rapport finalement à la condition physique et aux qualités physiques, il est fondamental, puisque ça va conditionner à la fois le développement de l'élève et sans doute son investissement futur. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits en physiologie de l'effort, physiologie de l'entraînement, etc. Vous avez Jaworski qui montre que quand on développe une qualité physique, ça a un impact sur les autres qualités physiques également. Mais évidemment, ça répond à des conditions. Ça va répondre à des conditions dans la mise en œuvre en éducation physique. L'ACA5 semble confiner la réflexion sur la santé. Donc l'ACA5, je considère avec Guillaume que c'est une très bonne nouvelle. Là, le CA5, à chaque fois, pour moi, je suis dans le CA5. Semble confiner la réflexion sur la santé, évidemment. Donc, on est d'accord sur la création du CA5. Le problème, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on met dans le CA5 et est-ce que le CA5, finalement, ne capte pas tout ce qui est, finalement, qui devrait être organisé autour de la santé. Ça veut dire que les autres CA, finalement, se mettent à distance de ces enjeux de santé. Or, je vais essayer de développer ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la santé est un enjeu transversal et on ne peut pas penser les séances d'éducation physique sans passer à la santé. En tout cas, actuellement, on ne peut pas l'éviter. Donc j'ai mis une référence de Francis Berger ici, donc qui nous met l'identification des ressentis, l'analyse précise de ses performances, la construction d'un projet d'entraînement, une relation à l'autre. Donc c'est quand même une approche du CA5 qui est réduite aux aspects méthodologiques et de gestion. Beaucoup. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a des choix qui peuvent être effectués, et donc on voit que l'objectif finalement de l'enseignant d'éducation physique, c'est de délivrer entre guillemets des méthodes ou des moyens pour pratiquer après. Le problème,
c'est que comme le CA5 n'est pas pratiqué au collège, le temps de pratique est extrêmement court. Donc l'ambition qui est posée en éducation physique, pour une large part, on va dire, est un peu caricaturale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, développer une méthode pour après en 40 heures, ça paraît une ambition extrêmement démesurée. Moi, sur l'université, je suis responsable de la mention entraînement sportif. Je peux vous dire que envisager la capacité à s'entretenir plus tard, pour des étudiants déjà au bout de 3 ans, c'est déjà compliqué. Il y a beaucoup de connaissances à avoir. Donc avoir cette ambition pour des élèves de lycée, parfois après 2 cycles, ça paraît quand même un peu insincère. Vous voyez, un peu insincère. Donc la CA5, elle confine. Or, l'objectif, ça serait justement de décloisonner ce rapport à la santé dans le CA5. Dans le rapport qui a été publié par l'ONAPS, est fait état ici d'une enquête dans l'Académie d'Aix-Marseille par Luigi en 2021, inégalité sociale face à la pratique physique. Donc ça, c'est, je pense que tout prof de PS, évidemment, qui est soucieux d'équité, doit en prendre conscience. Les établissements défavorisés entre une proportion significativement plus importante d'adolescents avec des niveaux d'activité faibles ou modérés. On le voit ici, on est à 40,9% dans les établissements qui sont les plus faibles. D'accord, niveau d'activité physique, on est à 40,9. Dans les établissements favorisés, on est à 19,5. Donc on voit que le niveau d'activité est corrélé, d'activité physique, est corrélé à l'origine sociale des établissements. Et donc ça pose un véritable problème d'équité. Ça veut dire que plus tard, évidemment, ceux qui seront le plus malades, qui seront le plus impactés par des problématiques de santé, ce seront évidemment les élèves qui sont issus des milieux sociaux les plus défavorisés. Donc ça veut dire que ne pas agir dans cette direction, ça pose, en dehors du fait que c'est une nécessité, ça pose quand même aussi un problème éthique aux enseignants. On agit sur le corps, on se doit à un moment donné de prendre en compte évidemment ces déterminants. Une PS incapable d'améliorer la condition physique des élèves, point d'interrogation. Donc évidemment j'ai pris une recherche qui est un peu provocatrice, donc c'est en volleyball. Donc c'est Kemper qui fait une analyse en 2001. Il a analysé des séances de volleyball en éducation physique. Et donc vous voyez le déroulement du temps en secondes en bas. Et donc il nous explique qu'en moyenne, les séances de volleyball en éducation physique, une moyenne de fréquence cardiaque de 120,5. Voilà. Et il nous explique que l'impact physiologique, il faudrait qu'on arrive au minimum à 160, 165 dans les séquences d'éducation physique. Donc là, évidemment, c'est le volleyball, il y a des coupures. Mais je pense que, vu les dispositifs qui sont mis en place actuellement en éducation physique, je pense que si on étudiait beaucoup d'APS, on aurait une surprise au niveau de la fréquence cardiaque et au niveau de l'activité des élèves. Donc ça pose quand même une véritable question. Une véritable question parce que, finalement, là, c'est une des preuves qui montre qu'à un moment donné, on s'est plus orienté vers des dimensions psychologiques, citoyennes, etc., que vers des dimensions, évidemment, physiques ou autres. Donc la préoccupation du prof de PS, elle doit porter sur l'intensité des séances. C'est une préoccupation à part entière. Je vous ai mis l'exemple d'un travail qu'a mené Baquet et Hall en 98 et 2002, et donc qui nous explique que par exemple, le travail en intermittent, donc en intermittent court, à 90 à 120% de VMA par exemple, quand on fait de l'aérobie, pendant 11 semaines, permet une amélioration de la capacité aérobie des élèves de 5%. Donc ce n'est pas 1% ou 1,5%. Il nous explique qu'au lieu de faire du travail continu à intensité modérée, le travail en intermittent court a des effets extrêmement spectaculaires sur la transformation des capacités aérobies. Moi, depuis que je suis en éducation physique, et ça fait longtemps, j'ai rencontré beaucoup de formateurs et autres qui me disaient que l'éducation physique, de toute manière, elle ne pouvait pas avoir un impact sur le développement des qualités physiques et de la condition physique. Or, on voit bien que dans la littérature, il y a beaucoup d'éléments qui montrent l'inverse. Beaucoup d'éléments qui montrent l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appuie évidemment sur des méthodes, entre guillemets, plus modernes d'entraînement. Donc les intermittents, ils ont été développés depuis les années 60, et on sait que ça permet d'atteindre des niveaux de VMA en alternant repos et intensité, qui permettent à des élèves, de Saint-Berloriard aussi, qui a travaillé là-dessus, en EPS, il y a eu des travaux qui ont été développés. Mais à un moment donné, dans les textes, ces dimensions-là, elles n'apparaissent pas. C'est-à-dire que le recours à des méthodes qui permettraient à un moment donné, des méthodes d'entraînement qui permettraient finalement d'avoir un impact plus fort sur la condition physique et les qualités physiques, elles ne sont pas évoquées. L'Observatoire national de santé, donc les recommandations, 5 fois 30 minutes d'activité d'endurance, 3 fois 30 minutes d'activité intense par semaine, etc. Donc l'ONAPS, qu'est-ce que nous dit l'ONAPS ?
c'est le rapport qui est paru en 2022 sur activité physique et sédentarité de l'enfant et de l'adolescent. Il nous explique quoi? Il nous explique que globalement, en termes de niveau de pratique qui devrait être nécessaire pour des enfants et des adolescents, entre 15 et 17 ans, seulement 17% des filles ont un niveau d'activité physique suffisant pour répondre à un enjeu de santé. Pour les garçons, on est à 40%, entre 15 et 17 ans. Et entre 11 et 14 ans, on est entre 34% pour les garçons et 20% pour les filles. Donc on se retrouve dans un niveau d'activité physique extrêmement faible. Alors, et il est précisé dans ce rapport de l'ONAPS que dans les cours de PS, représente une part importante de la pratique de l'enfant. C'est précisé. Donc il est dit que 76% des 15-17 ans ont un cours de PS chaque semaine, donc ont une activité physique. Donc sur la base de ce que dit l'ONAPS, on s'aperçoit que globalement, heureusement qu'il existe de l'éducation physique, sans doute, parce que ces chiffres, ils seraient sans doute encore plus bas. La question qui se pose pour l'éducation physique, c'est comment attester ou répondre véritablement à un enjeu de santé et être pris au sérieux, entre guillemets, par les instances politiques, les parents et les organisations qui font référence à l'éducation physique. Nous, ce qu'on propose, éventuellement, c'est une proposition, c'est une évaluation de la condition physique une évaluation de la condition physique en EPS. Par exemple, dès la classe de 6e. Dès la classe de 6e, sur 2 séances ou 3 séances, on pourrait sans problème mettre en place une évaluation de la condition physique des élèves. Alors, il existe des tas de tests, il y a des tests européens, des tests Eurofit, il y a des tas de propositions qui sont faites sur la VMA, puissance musculaire des membres inférieurs. C'est des tests extrêmement simples à mettre en œuvre et qui permettraient d'avoir une photographie instantanée et au plan longitudinal de l'évolution de la condition physique des élèves, et l'éducation physique permettrait de toucher une classe d'âge entière. Et donc, on aurait évidemment une plus-value, on serait identifié comme la discipline qui permet d'avoir cette photo-là, instantanée, en 6e, au fil du temps. Ça éviterait finalement qu'on nous dise que l'éducation physique, elle ne répond pas aux enjeux de santé, et qu'on soit obligé de mettre 30 minutes à l'école primaire et 2 heures de sport en collège pour dire, bah là, pour le coup, ils vont faire du sport et ils vont répondre à des enjeux de santé. Donc, c'est une proposition, évidemment, à discuter. Il y en a qui vont dire, oh là là, on va tomber dans l'hygiénisme, qu'est-ce que ça veut dire, etc. L'idée, à un moment donné, c'est pas d'avoir un jugement de valeur, évidemment, sur les élèves, c'est d'avoir un instantané sur un groupe d'âge, et évidemment, les données qu'on pourra avoir, ça permettra sans doute de questionner l'éducation physique sur les choix qu'elle doit faire par rapport au rapport conditions physiques, santé des élèves. Un développement des qualités physiques et de la condition physique articulé à l'enseignement des APSA et des ASDEP. Évidemment, il est hors de question d'envisager une éducation physique hygiénique ou hygiéniste. L'objectif, c'est pas ça, c'est pas de dire je vais au cours d'éducation physique et je vais faire des squats, des pompes et des multisauts. Donc le but, c'est pas ça. Par contre, évidemment, il faut réhabiliter les connaissances scientifiques sur l'entraînement, sur la physiologie du sport et de l'exercice, sur la connaissance des qualités physiques et leur développement, qui doivent être enseignées en formation initiale et faire l'objet d'évaluation au concours de recrutement. Au concours de recrutement, il n'y a absolument aucun questionnement sur les problématiques de santé, ou alors, quand on est un peu à 5, éventuellement, on peut aller dessus. Là, l'enjeu, c'est de dire, quand je fais une séance de badminton, comment, à un moment donné, je vais pouvoir faire 20 minutes où la fréquence cardiaque, elle va être instance, du multivolant, etc. Donc, il y a des possibilités pour que l'enseignant, il pense, il réfléchisse en amont à comment, à un moment donné, donner plus d'intensité à la séance. Au football, c'est pareil. J'ai vu récemment un collègue qui avait réduit le terrain et qui faisait des allers-retours avec un ballon qui était lancé derrière le but, en profondeur, et vous aviez les équipes qui faisaient des allers-retours et ils travaillaient en puissance anaérobie lactique, par exemple. Et ça répondait aussi à des enjeux liés au football. Donc il y a la possibilité, en conservant cette valence culturelle, d'intégrer davantage de dimensions qui sont liées à l'intensité de pratique. Ça me paraît fondamental. On ne peut pas imaginer des cours d'éducation physique où les élèves sortiraient en ayant été pendant 1 heure à 110 ou 120 en fréquence cardiaque. Là, c'est quasiment ridicule. Voilà. Évidemment, comme je vous l'ai dit, cette connaissance doit s'articuler à l'enseignement des APSA et des ASDEP. Donc là encore, c'est à réfléchir. Sans doute, il faudrait que le CA5 soit créé aussi en collège.
tous les travaux actuels montrent qu'on peut faire du travail en puissance lactique avec des élèves de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, qui n'a aucune conséquence, et ça on le sait depuis plusieurs années maintenant. On sait qu'on peut développer la force avec des élèves qui ont entre 11 et 13 ans, à poids de corps, avec des surcharges légères, par des exercices de pliométrie horizontale, etc. etc. Donc il y a tout un champ à explorer, finalement, qui est inexploré actuellement. Dans le rapport de l'ONAPS, c'est le coup de poignard absolu, il caractérise l'effacement de l'EPS face à l'enjeu de santé. Si vous lisez le rapport de l'ONAPS de 2022, page 57, je le précise, pour ceux qui seraient intéressés, voici ce qui est écrit. Accompagner, c'est dans les recommandations, donc ils font un rapport au gouvernement, ils le donnent au gouvernement, accompagner les enseignants d'EPS et les instituteurs, souvent esselés dans leur démarche, pour proposer aux enfants, aux adolescents, des apprentissages moteurs et physiques qui dépassent la seule technicité sportive et sont au service du développement physique pour des bénéfices à court comme long terme. Donc on voit qu'on nous dit que globalement, on est centré sur la seule technicité des APS et qu'on est à distance. Donc il faut accompagner les enseignants. Donc il nous faudrait une formation complémentaire pour répondre à des enjeux de santé. Donc c'est l'ONAPS qui dit ça. Quand j'ai lu ça, ça fait quand même mal au cœur. On se dit, oh là là, la discipline, elle est quand même en très grande difficulté ou en porte-à-faux par rapport à cet enjeu. Alors pour conclure, j'espère que je vous ai un petit peu convaincu. J'espère que je vous ai un petit peu convaincu. Évidemment, ça va faire l'objet de nombreux débats. Et c'est pas encore dans les prochaines instructions officielles que des transformations profondes vont avoir lieu. Mais je pense que déjà, moi je connais des collègues qui travaillent évidemment, et beaucoup parmi vous, qui travaillent sur ces niveaux d'intensité déjà. Mais vu les contraintes qui sont imposées dans l'organisation autour des compétences méthodologiques et sociales, le fractionnement des séances de PS, le fait que c'est morcelé de discours, d'observations, etc., fait qu'à un moment donné, il est compliqué de prendre en compte ces dimensions-là dans la forme actuelle qu'a l'éducation physique.